Pas à pas, voici le parcours de 3 étudiants qui, pour gagner leur paradis, ont ébranlé le monde. Mohamed Atta, Marwan Al-Shehri et Ziad Jarrah. Final turn in, final bearing 055. 02 turning in. Parfume et lave ton corps. Ferme bien tes chaussures, porte des chaussettes et Allah sera ton protecteur. Pense à tes bagages, à tes vêtements, au couteau. Tu n'es qu'à un instant de la vie éternelle des martyrs. Tu plantes la peur dans le cœur des infidèles. Quelques extraits des instructions adressées aux terroristes suicides trouvées dans une valise du pirate de l'air Mohamed Atta, valise qui ne sera plus chargée à temps sur le vol American Airlines numéro 11 pour Los Angeles. Tu remarqueras que l'avion s'arrêtera et puis redécollera. Ce sera l'heure où tu rencontreras Dieu. New York, 8h47. Le premier pilote suicide, Mohamed El Amir Atta. « 9h03. Le deuxième pilote suicide, Marwan Al-Shehri. Près de Pittsburgh, Pennsylvanie, 10h06. Le troisième pilote suicide a manqué sa cible, Ziad Jarrah. Ziad était quelqu'un de très amical, joyeux même. Il vous faisait un signe de la main et riait, il aimait beaucoup parler. C'était agréable de l'avoir à la maison. Dans ma tête, je sais que c'est Mohamed qui a lancé l'avion sur les tours. Mais dans mes tripes et dans mon cœur, je n'arrive toujours pas à y croire. C'est tellement en contradiction avec la personne que nous avons connue. Je ne sais pas quoi dire. Mohamed El Amir, un terroriste, ce que j'en pense, franchement, je ne sais pas quoi dire. Il faut parler d'un tueur en masse. C'est un fait, évidemment, c'est un fait. L'Égypte est le pays d'origine de Mohamed Atta, le chef présumé des pilotes suicides. Il a grandi ici, au centre du Caire, à Abdin, un quartier populaire de la ville. La famille Atta vient de la campagne. Ils ne se sont pas vraiment adaptés ici, nous racontent les voisins. Voici la maison dans laquelle Mohamed a passé son enfance et sa jeunesse. Un vieil ami de la famille Atta nous fait visiter l'appartement, deuxième étage gauche. Il nous conduit dans le salon, symbole de standing de la classe moyenne égyptienne. Le père de Mohamed Atta, avocat de métier, a une conception du monde très arrêtée. L'ennemi, c'est l'Occident. Ce nationaliste arabe ne manque pas une occasion de tempêter contre Israël et l'Amérique. Déjà avant le 11 septembre et à plus forte raison après. L'Amérique a semé les graines du terrorisme dans le monde. L'Amérique est le pays où le terrorisme est apparu. Il existe là-bas, et les Américains l'admettent eux-mêmes, plus de 5000 organisations terroristes. C'est dans cette atmosphère que Mohamed a grandi. Voici la chambre d'enfant du pilote suicide de New York.
Ses parents sont de fervents musulmans, mais ils vivent aujourd'hui séparés. Les sœurs d'Atta. À l'époque, elles portaient des tenues occidentales et avaient un style de vie moderne. Ici, à l'université du Caire, Mohamed Atta a étudié l'architecture. Son père a investi beaucoup d'argent dans l'éducation de son fils aîné. Mohamed passe son examen après 3 ans. Ce n'était pas un fanatique religieux, affirment ses anciens amis. Il était obéissant, opiniâtre et travailleur. Il était différent des autres. Il voulait toujours être le meilleur. Quand il n'arrivait pas à s'imposer dans une discussion, il se mettait en colère. Il voulait toujours les meilleures notes et rien d'autre. C'était quelqu'un de très calme. Il fallait l'écouter avec attention. Et quelqu'un de très sérieux. Pas du genre de ceux qui prennent la vie à la légère. Il n'a jamais séché les cours comme nous pour aller au cinéma ou simplement pour s'amuser. Une photo rare. Mohamed en train de rire à une fête d'étudiants. Après ses études, Mohamed Atta apprend l'allemand ici, à l'Institut Goethe du Caire. À l'issue des cours, Mohamed maîtrise presque parfaitement cette langue étrangère. Sa destination, l'Allemagne. Mohamed Atta a 24 ans quand il quitte l'Égypte. L'université technique de Hambourg-Harburg est très ouverte au recrutement d'étudiants étrangers. Mohamed se sent rapidement chez lui, ici. Il étudie l'urbanisme et s'intéresse particulièrement à l'architecture islamique en Orient. Ici aussi, il passe bientôt pour un étudiant modèle, travailleur et plutôt discret. Le professeur Dietmar Maroul a suivi Mohamed pendant 7 ans. Mohamed était quelqu'un de très éveillé, très attentif, très intelligent. Il observait, posait des questions. Il était plein de zèle et montrait un penchant au perfectionnisme. Au total, dans son attitude générale, il était plutôt réservé, plutôt poli, je dirais. Un exemple de subtile amabilité arabe. Voilà comment je l'ai connu. Mais Mohamed peut aussi être tout à fait différent. À la cantine, il se méfie des cuisiniers. L'Égyptien d'ordinaire si poli se dispute pour avoir de la nourriture pure, sans viande de porc. Les profondes convictions religieuses de Mohamed sont évidentes aussi dans son travail à temps partiel pour un bureau d'architecture. De temps en temps, quand nous mangions au bureau ou prenions le café, il ne buvait bien sûr jamais d'alcool. Et même pour les tartes aux fruits avec de la gélatine dessus. À l'époque, nous ne savions même pas qu'il y avait des os de porc dans la gélatine. Mais lui le savait et n'en mangeait bien sûr jamais. Il lisait attentivement ce qui était écrit sur chaque paquet de gâteaux pour savoir ce qu'il y avait dedans. Il ne prenait pas de médicaments allemands parce qu'il croyait qu'ils pouvaient aussi contenir de la gélatine. Mohamed Atta étudie 2 ans dans ces amphithéâtres, puis il reçoit une bourse pour un long voyage d'études financé par la fondation publique Karl Duisberg de Berlin. C'est au cours de ce voyage que Ralph Bodenstein, également boursier Duisberg, fait la connaissance de celui qui allait devenir l'un des pilotes suicides de New York. Bodenstein et Atta étudient l'architecture islamique du Caire et rédigent un rapport de recherche commun. Mohamed fait maintenant souvent des voyages en Orient, en Syrie, en Turquie et à la Mecque. Ce qui l'énervait le plus, ce n'était jamais des questions concernant l'occidentalisation, mais toujours la politique.
La politique américaine, la politique de l'ONU, le conflit palestinien, la guerre contre l'Irak, la Yougoslavie. Il voyait derrière tout cela une sorte de complot contre l'islam, contre les Arabes et contre les musulmans. Le soir, raconte Bodenstein, Mohamed partait de son côté et se trouve pris, comme l'apprendra plus tard le FBI, dans le collimateur des services secrets égyptiens, car Mohamed cherche le contact avec les islamistes radicaux. À ce moment-là, le téléphone des parents d'Atta est mis sur écoute. Mohamed néglige à présent ses études pendant quelques années, coupe tout contact, entre par moments dans la clandestinité. Tandis que Mohamed Atta accomplit sa métamorphose en fanatique religieux, l'islamisme ne joue encore qu'un rôle mineur pour les agents de l'Office allemand de sécurité intérieure. Quelques pages de renseignements dans le rapport annuel du service, pas plus. Une grave négligence. On n'arrête pas de me poser la question, pourquoi n'avez-vous pas remarqué un homme comme Atta ? Est-ce que ce n'est pas le travail de l'Office de sécurité intérieure? Bien sûr que c'est notre travail, mais alors il faut nous donner la possibilité de mener des enquêtes. Pour dire les choses franchement, l'Office de sécurité intérieure n'avait pas le droit d'aller dans les universités. Nous connaissions les risques, mais on se moquait de nous quand nous en parlions. Du genre, haha, la guerre froide est finie, vous avez perdu votre ennemi. Si vous pointez le doigt vers l'islamisme, c'est parce que vous cherchez un nouveau champ d'action. À l'époque, les forces étaient fortement polarisées sur la surveillance de l'extrémisme de droite en Allemagne, si bien que les autres courants de nature extrémiste ne recevaient pas toute l'attention nécessaire. Dans le quartier hambourgeois de Hummelsbüttel, au 212 Alte Landstrasse, le couple Canel a une chambre à louer, de préférence à un étudiant. Peintre amateur, Rosemary Canel accroche une annonce sur le tableau d'affichage de l'université. Bientôt, elle reçoit un appel téléphonique d'un jeune Libanais. Ziad nous a contactés par téléphone et il est venu immédiatement pour que personne n'arrive avant lui. Il a fait très vite. Je le revois encore, propre et charmant. Il portait une casquette de jogging en tenue de sport, joli garçon, rasé de près, et il a dit qu'il voulait la chambre. Le nouveau locataire des Canel s'appelle Ziad Jarrah, le pilote suicide qui allait s'écraser dans la forêt proche de Pittsburgh. Ziad Jarrah vient du Liban, il a grandi dans les ruines de Beyrouth, déchirées par la guerre civile. Ici, il assiste à la réconciliation entre chrétiens et musulmans. Il passe sa jeunesse dans une ville moderne et ouverte. Son père, un riche homme d'affaires, nous montre la Mercedes qu'il a achetée pour Ziad quelques mois avant le 11 septembre. Il avait une vie facile. Il avait beaucoup de succès, surtout auprès des filles. Parfois, quand elles appelaient, c'est moi qui répondais. On faisait des blagues. Et certaines me confondaient avec Ziad et flirtaient avec moi. Ziad était gâté par tout le monde, également par moi et sa mère. Cette vidéo privée montre le pilote suicide en train de danser et de faire la fête. Ziad aimait la vie et il vivait bien. C'est ici que Ziad est allé à l'école, un lycée chrétien. Ses parents, des musulmans libéraux, attachent une grande importance à l'éducation. Aucune trace de fondamentalisme dans la jeunesse de Ziad. Son professeur se souvient bien de Ziad. C'était quelqu'un de sympathique, que tout le monde aimait bien. Et après une brève hésitation, il nous montre la meilleure amie de Ziad. Peut-être aussi son premier amour, mais le professeur n'en est pas sûr. Naturellement, je lui ai demandé ce qu'il voulait faire plus tard. Pilote a été la réponse de Ziad. Voler, c'était son grand rêve.
Ziad part faire ses études à l'étranger. Il s'envole pour l'Allemagne en 1995. Il vit 2 ans à Greifswald, puis il déménage à Hambourg pendant l'hiver 98. C'est dans cette salle de l'université de Hambourg qu'il étudie la construction aéronautique. Les enquêteurs sont sûrs qu'il mène déjà une double vie à cette époque. Néanmoins, il étudie 2 semestres à Hambourg avec assiduité et succès. Ziad Jarrah, un étudiant doué au-dessus de la moyenne. Il doit avoir pris cela très au sérieux. Il est d'autant plus difficile à comprendre comment il a pu mener une deuxième vie dont on ne pouvait rien soupçonner. Quand mon mari est mort en novembre 1998, nous avons passé les derniers jours à son chevet. Ziad est descendu et s'est assis sur une chaise à côté de mon mari. Pendant les moments où il était conscient, mon mari était content que Ziad soit là. Il l'appelait par son nom, Ziad. Il partait parfois voir ses amis. Je lui demandais où il allait. Il répondait « Je vais voir des amis, je passerai la nuit chez eux, nous travaillons ensemble ». Alors il partait en footing avec son sac à dos. Il disait où? À Harbour chez des amis. La destination de Ziad, le 54 Marienstrasse, à Hambourg-Harburg. C'est ici que vit maintenant l'étudiant du Caire qui avait disparu depuis si longtemps, Mohamed El Amirata. L'Égyptien a reparu ici après presque 2 ans. Où était-il? Qu'a-t-il fait? Enquêteurs, amis et collègues se perdent aujourd'hui encore en conjectures à ce sujet. Mais à partir de maintenant, en 1998, Mohamed mène une double vie dans la Marienstrasse. C'est ici qu'a été formée la cellule terroriste qui a planifié et exécuté l'attentat de New York. Et Mohamed est à sa tête. Mohamed a dû revenir en 98. Ses camarades avaient déjà fini leur cursus. Il est donc arrivé et il avait changé, autant que je m'en souvienne. Il avait une barbe très propre. Ce n'était pas, comme certains le supposent, et comme je l'ai entendu dire, une barbe hirsute, une barbe afghane. Non, c'était une barbe très soignée. À cette époque, la plus grande différence était qu'il ne souriait plus. Il était très sérieux. Peut-être, si je peux m'exprimer ainsi, que ses yeux brillaient un peu plus, si j'ose suggérer cela avec prudence. Ziad Jarrah change lui aussi. Par piété, lui entre tous, par goût de l'aventure. Rosemary Cannell a peint un portrait de lui. Tout à coup, il avait une barbe. Je lui ai dit « Ziad, de quoi est-ce que vous avez l'air? Vous avez une barbe maintenant ?»« Oui, j'ai une barbe » et ça lui donnait un air très sombre. A-t-il dit pourquoi il l'avait laissé pousser? Non, il ne l'a pas dit. Il a seulement ri. Ziad a une petite amie, Aysel. Elle est turque, vit en Allemagne et étudie la médecine. Elle est irritée parce que son amie exige soudain qu'elle porte des gants et ne sorte plus seule de chez elle. Il m'a raconté un jour qu'il priait plus. Ce qui m'a le plus surprise, c'est qu'il m'a offert un Coran en allemand pour Noël. Thorsten Albrecht, agent immobilier et gestionnaire d'immeubles, a loué l'appartement de Hambourg-Harburg à Mohamed Atta et ses complices. Il payait toujours à l'heure, Atta, le locataire parfait. Voici donc l'appartement du 54 Marienstrasse, premier étage gauche. L'un des 3 hommes vivait dans cette pièce. Ici, il y avait un lit. Sur le mur opposé, il y avait un bureau avec un ordinateur. De l'autre côté de l'appartement, il y a la cuisine, où ceux qui vivaient ici préparaient les repas et mangeaient. C'est donc ici que se sont croisés les destins des pilotes suicides de Hambourg. Mohamed Atta est déjà là, les autres ont été, pensent aujourd'hui les enquêteurs, délibérément menés vers lui. Ziad Jarrah et un 3e. Il vient des Émirats arabes unis.
Son nom, Marwan al-Sheri. Un étudiant. Le pilote suicide qui a lancé son avion sur la deuxième tour du World Trade Center. Il a révélé son plat favori à l'Institut Goethe de Bonn en cours d'allemand, poulet, riz et poisson. Vêtements de styliste et voitures de luxe, telles étaient ses passions à l'époque, diront plus tard des témoins aux agents de la sécurité intérieure. La métamorphose religieuse a eu lieu dans la Marienstrasse. Al-Sheri porte maintenant de longues robes et considère même la télévision comme un objet diabolique. Mais qu'est-ce qui le pousse dans la Marienstrasse? Ziad Jarrah, le fêtard, exalte soudain les vertus du martyr dans son cercle d'amis. Le FBI apprendra plus tard de services secrets amis qu'Atta et son colocataire Al-Sheri se rendent dans des camps d'entraînement afghans. Les autorités allemandes ignorent tout de la cellule terroriste d'Atta, basée à Hambourg, et de ses commanditaires. Quand soudain elles reçoivent un appel du FBI. Le directeur financier présumé d'Oussama Ben Laden se rend en Allemagne. Le fait que le supposé chef de ce réseau allait probablement avoir des contacts ici et en Bavière voisine était une information que nous avons reçue avec une certaine surprise. Un avion a atterri avec à son bord une certaine personne qui plus tard a été arrêtée. Quand cette certaine personne arrive à Stuttgart le 13 septembre 1998, l'aéroport est fermement entre les mains du FBI. Le hall d'arrivée grouille déjà d'agents secrets. Les fonctionnaires suivent l'homme de Ben Laden à la trace pendant 3 jours. Le piège se referme à Munich. Mamdouh Mahmoud Salim est arrêté le 16 septembre 1998 et le financier de Ben Laden parle. La piste de son argent mène les enquêteurs à Hambourg. Là-bas, raconte Salim, il a donné cette procuration bancaire à un homme d'affaires syrien. Son nom, Mamoun Darkassanli. À Hambourg, Darkassanli, à droite sur l'image, est maintenant également pris en filature. Plus tard, il n'ira avoir le moindre lien avec l'attaque sur les États-Unis. C'est à cette époque que les enquêteurs mettent pour la première fois en lumière les réseaux d'islamistes radicaux en Allemagne. Leur travail les mène vers d'autres suspects. Mohamed Haydarzade, par exemple, un vétéran d'Afghanistan qui a participé à la guerre sainte contre l'armée rouge. Le soupçon, il exploite une agence de voyage pour les camps d'entraînement afghans de Ben Laden. Les enquêteurs mettent son téléphone sur écoute et tombent sur un certain Mohamed. Aujourd'hui, ils savent que c'était Mohamed Atta, le pilote suicide. C'est la seule fois que des agents de sécurité ont eu Atta sur leur écran, pendant quelques minutes, puis ils perdent sa trace jusqu'au 11 septembre. S'ils étaient venus ici, ils l'auraient retrouvé à coup sûr. La mosquée Al-Quds, à Hambourg. Une maison de prière dans laquelle, à en croire les enquêteurs, on ne fait pas que prier. Nous demandons poliment si nous pouvons voir l'intérieur de la mosquée et obtenons la réponse habituelle. Nous reviendrons, cette fois avec une caméra cachée. La mosquée passe pour un bastion des musulmans radicaux. Recrute-t-on ici, comme le soupçonnent les enquêteurs, des guerriers saints pour les camps d'entraînement de Ben Laden? Dans la salle de prière, on prêche justement la haine. La haine contre Israël. L'imam fait l'éloge des talibans, parle de la guerre contre les infidèles. Ils sont tous venus ici, Atta et ses complices présumés. C'est ici qu'Atta a rédigé en 1996 ce testament bizarre sur un formulaire de la mosquée. Il est écrit que son corps, et surtout ses parties génitales, ne devront être touchés qu'avec des gants en caoutchouc. Il interdit aux femmes l'accès à son enterrement ou leur présence à proximité. Mohamed Atta était déjà un fanatique religieux il y a 5 ans. Selon les investigations du BKA et du FBI, Atta a été recruté en Allemagne. Est-ce ici qu'il a été choisi pour le martyr? La mosquée rejette toutes ces accusations.
Cette dévotion totale à Allah caractérise l'islam. Et quand on détecte qu'un jeune homme, qu'il soit arabe, afghan ou turc, est prêt à tout abandonner, alors on le contacte. Et on lui explique qu'il a la possibilité de prouver sa foi inconditionnelle en Allah. J'aurais vraiment aimé que nous en sachions beaucoup plus. Qu'un homme comme Atta puisse circuler ici pendant des années sans être inquiété, cela me donne vraiment à réfléchir. Sans parler du fait qu'on ne savait pas quelle ampleur auraient ces attaques. C'était complètement nouveau pour nous. Mohamed Atta se barricade dans l'appartement de la Marienstrasse. Il travaille à sa thèse jour et nuit comme un possédé. À quoi bon? Perfectionnisme maniaque ou bien une assurance supplémentaire? Le professeur Maroul donne à Mohamed la note de 16 sur 20 et ne remarque pas la citation du Coran en exergue de sa thèse. Rétrospectivement, quand on lit ces mots, « Ma prière et mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes », et qu'on les replace dans le contexte du 11 septembre, ils ont évidemment un sens tout à fait différent. Très prophétique, très prophétique. Même si nous ne savons pas s'il était déjà conscient des conséquences ultimes du crime dont il est accusé. Nous ne pouvons que le supposer. Il l'était, sans doute, car à cet instant, Atta est déjà un terroriste entraîné. Accompagné d'Al-Sheri, il quitte la Marienstrasse à Noël 99 et s'envole pour les États-Unis. À ce moment-là, au plus tard, Atta, Jarrah et Al-Sheri sont résolus à commettre un attentat terroriste aux États-Unis. La première étape, tous trois déclarent presque en même temps la perte de leur passeport. En Amérique, en effet, des tampons d'entrée pakistanais, ou surtout afghans, attirent une attention extrêmement fâcheuse et sont souvent un motif de refus d'entrer aux États-Unis. Ziad Jarrah les suit le 25 mai 2000, lui aussi obtient sans problème un visa pour les États-Unis. Tout à coup, il m'a annoncé qu'il allait en Amérique. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire là-bas? Je vais devenir pilote. Comme ça, tout à fait subitement. Les trois hommes prennent des vols différents, mais ils ont la même destination, la Floride. C'est l'endroit rêvé pour ceux qui veulent apprendre rapidement à piloter. Le soleil est généreux et les écoles de pilotage sont comme grains de sable à la mer dans ce paradis des aviateurs. 1 heure dans les airs ne coûte que $50. Atta et les autres logent pour pas cher. Ils louent une chambre dans ce motel minable. Paul Dragomir se souvient très bien des Arabes. Ils ont payé d'avance pour plusieurs jours. Aussitôt après s'être enregistrés, ils reviennent dans ce bureau et commencent à faire des histoires. Atta exige sèchement un téléphone particulier. Ils étaient vraiment énervés. Ils disaient qu'ils devaient envoyer et recevoir des tonnes d'emails. C'est ce qu'ils disaient, des tonnes. Les pilotes suicides retournent dans leur chambre et attendent leur ligne téléphonique. Ils attendent et attendent. Dans cette situation, Atta, le perfectionniste, perd son sang-froid. De nouveau, les pilotes suicides prennent le propriétaire à partie. Celui-ci leur demande poliment d'être patient. Ils juraient, « Tu ne comprends pas, tu nous fais perdre notre temps, nous sommes ici en mission. » J'ai demandé, « Quelle mission? Une mission islamique ?» J'essayais juste de faire une blague. Mais ils n'ont pas trouvé ça drôle du tout. Tout d'un coup, c'était fini. Juste un silence glacial. La ligne téléphonique dont Atta avait tellement besoin est encore accrochée à la fenêtre. Atta et Al-Sheri commencent leur mission par des leçons de vol.
Tous deux sont complètement novices. C'est dans ce Piper Warrior que les pilotes suicides ont fait leur apprentissage. Ils étaient impatients, raconte l'instructeur de vol d'Atta, maussade et difficile à supporter. Dans le cockpit, rapportent ses collègues stagiaires, Atta était complètement fixé sur le vol. Parfois, j'avais envie de passer ma main devant ses yeux, juste pour voir si Atta réagirait. C'était comme s'il était sous hypnose. Il avait l'air si froid et insensible. Sur son visage, je n'ai jamais vu ne serait-ce qu'une trace d'enthousiasme, de déception, de sourire, de bonheur ou de tristesse. Rien. Atta avait toujours la même expression, totalement fixé sur quoi que ce soit. Comme un robot. Anne Greaves et Atta s'entraînent sur le même avion. Au passage de relais, raconte-t-elle, il la traitait comme si elle n'existait pas. Elle s'en plaint à l'instructeur de vol, mais celui-ci ne fait que hausser les épaules. Atta est supposé être un prince arabe de haut rang. Dans ces conditions, il ne restait au deuxième pilote suicide qu'un rôle secondaire. Al-Sheri était toujours derrière Atta, comme un garde du corps. Il était différent d'Atta, pas aussi arrogant ni agressif. Ses yeux bruns vous souriaient toujours, même s'il ne souriait pas du tout. Al-Sheri faisait l'effet d'un ours maladroit. Il était beaucoup plus calme. Les apprentis pilotes Atta et Al-Sheri dépensent des milliers de dollars pour des centaines d'heures de vol. Et tous les instructeurs de vol remarquent qu'ils ne s'intéressent guère au décollage et à l'atterrissage. Tout ce qu'ils veulent, c'est apprendre à voler et surtout à faire des virages. C'est à cela qu'ils veulent s'exercer encore et encore. Oui, maintenir l'avion en l'air, c'est une chose qu'ils savaient faire. Plutôt bien même. Mais pour le décollage et l'atterrissage, ils n'étaient pas au point. L'atterrissage en particulier n'était pas leur fort. Personne ne soupçonne encore pourquoi les deux hommes se préoccupent si peu de se poser sans dommage. Une fois, en surfant sur Internet, ils ont failli se trahir. Un jour, j'ai entendu des cris de joie venant de la salle informatique. Les deux hommes s'étreignaient et sautillaient comme des enfants. Ils étaient complètement hors d'eux. Regarde un peu ces deux-là, je me suis dit. Il y a encore de la vie en eux après tout. Bonté divine. Ça doit être une grande nouvelle. La nouvelle de la mi-octobre 2000, des guerriers saints de Ben Laden ont lancé une attaque à la bombe contre le destroyer américain Cole, 19 tués. Est-ce cette nouvelle qui fait danser de joie les pilotes suicides? C'est ici également en Floride qu'habite le troisième pilote suicide, Ziad Jarrah. Contrairement à Atta et à Al-Sheri, il recherche la compagnie. Il partage des appartements avec d'autres élèves pilotes et aborde les choses de façon plus décontractée. Il conduit une voiture de sport et fait souvent l'école buissonnière. Ziad aide les autres dans les tâches ménagères, fait les courses et la cuisine pour tous le soir. Un chic type. Tel est le souvenir qu'ont de lui ses colocataires. Avec le recul, je me rends compte qu'il ne parlait jamais de ce qu'il voulait faire plus tard avec sa licence de pilote. Nous parlions bien sûr des compagnies aériennes pour lesquelles nous aimerions voler et chez qui nous poserions notre candidature, ou que nous serions peut-être instructeurs de vol dans l'intervalle. Mais Ziad n'a jamais rien dit à ce sujet. Il n'a jamais exprimé une opinion. Thorsten Biermann n'a volé qu'une seule fois avec Ziad, car dans le cockpit, le sympathique colocataire montre soudain un autre visage, fanatique et brutal. Bientôt, Ziad ne vole plus que seul.
Normalement, quand on est à deux dans le cockpit, on travaille ensemble. Il y en a un qui pilote l'avion pendant que l'autre s'occupe de la radio, de la navigation. On partage les décisions et le travail. C'était tout simplement impossible avec lui. Quand j'ai volé avec lui, il a tout fait tout seul, piloté l'avion, fait fonctionner la radio, décidé s'il y avait besoin de faire le plein ou non. Ça ne me plaisait pas trop. Serviable et brutal, Ziad vit deux vies en même temps. Est-ce une couverture ou le doute? Avec le martyr en vue, il fait des projets d'avenir. Il envoie sa petite amie Aïzel chez ses parents au Liban, veut se marier, avoir des enfants. En août, sa fiancée est venue chez nous. Ziad a dit, regardez-la. Si elle vous plaît, on se mariera. Puis il nous a appelés 5 fois dans la journée. Il voulait savoir si elle nous plaisait. Et nous avons dit, ok, allons-y. Alors on y va, il a dit. Et il a ri. Mais Ziad a de tout autres projets. Il s'entraîne pour son dernier vol. Il laisse les machines de musculation de côté et cherche quelque chose de spécial. Il trouve Bert Rodriguez. Bert Rodriguez est instructeur d'arts martiaux et c'est l'homme qu'il lui faut. Numéro de membre 5087. Ziad Jarrah s'inscrit pour des cours individuels pendant 2 semaines. Sa formation de terroriste continue donc ici aussi. Je l'ai pris pour un homme d'affaires. Il m'a raconté qu'il voyageait beaucoup et qu'il se retrouvait parfois dans des situations dans lesquelles il devait défendre sa vie. Il voulait apprendre à maîtriser sa peur. Danger de mort? Ziad Jarrah s'entraîne évidemment ici pour l'instant où il lui faudra s'emparer du cockpit et le défendre de toutes ses forces. La peur? Ziad Jarrah s'écrasera au sol le 11 septembre, seul pilote suicide à ne pas avoir atteint sa destination. Pendant que Ziad tente de surmonter sa peur, Atta et Al-Shehri essaient d'autres armes. Ils se présentent à plusieurs reprises dans cette société. Une société d'épandage agricole qui pulvérise des pesticides par avion. Atta prépare-t-il une attaque chimique? Ou bien veut-il remplir les réservoirs d'essence et s'en servir comme bombe incendiaire volante? Il pose des questions étranges. Il n'est pas habituel que des gens posent des questions sur l'autonomie des avions. Ou est-ce qu'ils sont difficiles à piloter? Comment est-ce qu'on les démarre? De telles questions ne sont vraiment pas courantes. Atta, toujours perfectionniste, a apporté une caméra vidéo et veut absolument monter dans le cockpit. La dernière étape de la formation des pilotes suicides. Ils changent maintenant d'échelle, des avions de tourisme monomoteurs au jumbo jet. Atta et Al-Shehri réservent 6 heures de simulateur de vol, pas plus. Décollage et atterrissage ne figurent même pas sur le plan de formation. De nouveau, ce qu'ils veulent, c'est effectuer des virages serrés. À présent, leur décision est prise. Ils vont attaquer avec un avion de ligne rempli de passagers. Ziad m'a appelé il y a environ 3 mois. Il a dit « Bonjour, c'est Ziad ». J'ai dit « Où êtes-vous donc ?»« Mais en Amérique. »« Qu'est-ce que vous faites ?»« Je pilote. » J'ai dit « Qu'est-ce que vous pilotez? Est-ce que vous pouvez déjà piloter un gros avion ?»« Oui, je peux piloter un Airbus. » Je pense qu'il voulait me dire adieu. Tandis que Jarrah fait ses adieux, Atta travaille à la logistique du meurtre de masse. Il prend des contacts avec les cellules terroristes de Ben Laden, rencontre des terroristes connus, des commanditaires, des diplomates. Un engrenage diabolique se met en branle.
Quelques semaines avant l'attaque, Atta dans l'antre américain du péché. Que vient-il faire ici? Enquêteurs et résidents se le demandent aujourd'hui encore. Plus tard, ils spéculeront avec excitation. Le pilote suicide fanatique n'aurait en effet pas eu besoin de chercher loin pour trouver des cibles symboliques. Une chose est sûre, c'est dans l'Econo Lodge qu'Atta retrouve les autres leaders du commando suicide du 11 septembre. Les terroristes ont passé toute une journée dans cette chambre, mettant au point les derniers détails. 19 pirates de l'air commettront l'attentat du 11 septembre, répartis en 4 cellules terroristes. C'est ici qu'a eu lieu la seule réunion connue à ce jour de leur chef. Pendant cette période, les services secrets égyptiens enregistrent un appel d'Atta à son père au Caire. Dans cette conversation, Atta mentionne aussi son voyage en Afghanistan en 1999. Au cours de leur dernière soirée à Las Vegas, les pilotes suicides sont une fois de plus attirés par la vie facile. À l'Olympic Garden, cette table est encore libre. Mohamed Atta et les autres fous de Dieu s'accordent ici un petit avant-goût du paradis. Plus tard, la danseuse se plaindra du misérable pourboire laissé par les clients arabes. « 11 septembre, aéroport de Boston. La dernière photo de Mohamed Atta. Quelques heures plus tôt, Ziad Jarrah, le martyr, une dernière fois entièrement humain. Il fait ses adieux à sa fiancée. Dans cette lettre, écrite à la main, en allemand. Aysel peut maintenant être fier de lui. C'est un honneur de mourir de cette façon. Tout le monde se réjouira du résultat. Et il la console. Garde la tête haute. Les vainqueurs ne baissent jamais la tête. Il était vraiment gentil. Mais on ne peut plus dire ça maintenant, parce qu'on n'est pas gentil quand on fait une telle chose. Ce n'est plus gentil. Et je ne peux plus dire que c'était un gentil garçon, parce qu'il n'était pas vraiment un gentil garçon. Je dois être honnête. Quelqu'un qui est capable de faire une telle chose n'est pas un gentil garçon. Non. Je ne veux pas laisser la colère m'envahir. C'est plutôt, comment dire, une terrible déception. Une telle sincérité et un tel engagement. C'est juste que... Je vous demande pardon.